Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, c'est une décision pour réglementer le secteur. Un décret permet de déterminer les professions agricoles. Une mesure qui entre dans le cadre de la loi d'orientation agricole. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres d'aujourd'hui. D'autres décisions prises au cours de la rencontre. Le point complet dans quelques instants. Et nous sommes en pleine session des examens à grand tirage. Les épreuves orales du BEPC, brevet d'études du premier cycle 2022, ont démarré ce mercredi par l'oral d'anglais. Plus de 533 000 candidats frappent aux portes du secondaire. Nos équipes de reportage ont fait le tour dans quelques centres de composition. Dans l'ensemble, tout se passe bien et après la phase de sensibilisation, place à la répression. Tous ceux qui sont concernés par la déclaration des patrimoines sont attendus à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Les jours à venir, ces personnes recevront des notifications. Les contrevenants s'exposent à des sanctions prévues par la loi en la matière. Et puis 9 335 milliards de francs CFA pour le PND 2021-2025. La ministre du Plan et du Développement entend mobiliser l'argent pour le financement. La Banque mondiale prête à jouer sa partition. Kabaniale était face à la presse pour annoncer la tenue d'un groupe consultatif le 15 juin à Abidjan. Un conseil des ministres tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs mesures adoptées, notamment l'immatriculation des professionnels des filières agricoles, la création d'un statut juridique pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Le point complet de ce conseil avec Viviane Aimé. 3 projets de loi, 6 projets de décret et 3 communications ont été adoptés par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 juin 2022 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des projets de loi, on retient le projet de loi portant statut de réfugié qui vient combler un vide en ce qui concerne la législation en la matière en Côte d'Ivoire. Il y avait un flou. On n'avait pas de statut dans notre pays d'asile. Donc ce texte vient justement combler ce vide et nous permettre donc de pouvoir avoir un statut d'asile et avec tous les avantages, tous les dispositifs qui vont avec. Si vous vous souvenez, lorsque notre pays a reçu au cours des années 90 des réfugiés, ils ont été quasiment accueillis dans les villages chez l'habitant. Ils n'ont pas eu de statut véritablement. Aujourd'hui, ce texte vient combler ce vide en permettant au pays d'avoir un dispositif qui permet d'encadrer les réfugiés et ceux qui viennent demander asile. Le Conseil des ministres a en outre pris la décision de mettre de l'ordre au sein de la Corporation des professions agricoles. Ainsi, l'exercice du métier d'agriculteur sera désormais soumis à une immatriculation. Il s'agit, comme cela se fait partout, de réglementer les professions agricoles. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, un ensemble de textes avait été adopté concernant le ministère de la Culture pour pouvoir donc réglementer le secteur des artistes, le secteur des acteurs. Il est important que notre pays s'organise et que, en ce qui concerne les différentes activités, je dirais, professionnelles, il y a des réglementations. À l'époque, ce décret avait permis donc de dire qui est acteur, qui est artiste, afin de pouvoir organiser donc cette filière et permettre à tous ceux qui exercent dans cette filière de pouvoir bénéficier des offres et services qui peuvent être mis à leur disposition. Il en est de même pour la profession agricole. Il y a une loi d'orientation agricole en Côte d'Ivoire qui a été prise et cette loi exige d'organiser la profession agricole. C'est ainsi donc que 11 branches ont été définies et les agriculteurs seront classés par rapport à ces branches-là. Et inévitablement, une fois qu'ils appartiendront officiellement à la profession d'agriculteur, eh bien, ils pourront bénéficier de tous les services auxquels les agriculteurs ont droit. Donc cela veut dire que si vous voulez bénéficier de toutes les disponibilités, de tous les services que l'État met à la disposition des agriculteurs, il faut que vous soyez identifié, référencé comme tel
sinon vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, est-ce que c'est une obligation? Je pense qu'il est de leur intérêt de se faire immatriculer pour pouvoir bénéficier de tous les services que l'État mettra à la disposition donc, des agriculteurs. Le mois de juin qui marque la fin de l'année scolaire et universitaire et ouvre le cycle des examens, le Conseil des ministres a adopté toutes les dispositions nécessaires concernant les examens à grand tirage que sont l'entrée en 6e, le BEPC, le bac. La session 2022 des examens à grand tirage prévue du 7 juin 2022 au 25 juillet 2022 enregistre 1 582 346 candidats, dont 703 948 candidats pour le CEP, 533 608 candidats pour le BEPC et 14 223 pour les tests d'orientation en classe de seconde, et enfin 330 567 candidats pour le baccalauréat. Ces candidats sont tous répartis dans 4013 centres au total sur toute l'étendue du territoire. Le calendrier détaillé donc de ces examens à grand tirage se présente comme suit. Pour le CEP, les épreuves écrites sont prévues pour le mardi 7 juin 2022 et les proclamations des résultats sont pour le 21 juin 2022. En ce qui concerne le BEPC, les épreuves orales ont commencé donc ce mercredi 8 pour se terminer le samedi 11 juin 2022. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 et la proclamation des résultats est prévue pour le mardi 5 juillet 2022. En ce qui concerne les tests d'orientation en classe de seconde, les épreuves orales commencent donc le mercredi 13 pour finir donc le 15 juin 2022. La proclamation des résultats est prévue pour le 5 juillet 2022. En ce qui concerne le baccalauréat, les épreuves orales sont prévues commencer le 21 juin pour se terminer donc le vendredi 1er juillet. Pour les épreuves écrites, elles sont prévues du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet et les résultats sont prévus pour être proclamés le 25 juillet 2022. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 22 juin. On reste au palais de la présidence de la République. Hier, le chef de l'État s'est entretenu avec le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, qui vient d'être porté à la tête de la FIF, d'y être venu prendre conseil pour le succès de sa mission. Jérôme Kofi Abolin. Son nom, Yacine Idriss Diallo. Il est le président de la Fédération ivoirienne de football. En tant que tel, il n'ignore pas la lourde charge qui est la sienne pour assurer de concert avec le premier responsable des sports, le ministre Paulin-Claude Danho, le succès des éléphants footballeurs lors de la prochaine CAN que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'organiser en 2023. Pour lui, les conseils qu'il faut pour atteindre cet objectif ne peuvent venir que du locataire du palais présidentiel, à savoir le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous sommes venus aussi le remercier pour tout ce qu'il fait pour le sport en général et pour le football en particulier. Nous sommes venus prendre des conseils auprès de lui suite à notre élection. Nous sommes venus lui confier en tant que guide de notre pays, en tant que capitaine des éléphants, notre équipe nationale qui doit participer à la CAN 2023. Par ailleurs, comme une promesse, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, rassure. Il indique que tout son staff, appuyé par le ministère des Sports, travaille pour donner toute sa chance à la Côte d'Ivoire de porter à l'occasion de cette compétition dans l'histoire du football ivoirien une autre étoile continentale, la troisième, bien entendu.
On reste avec Jérôme Kofi Abolin. Après l'audience avec le président de la FIF, le président de la République a également reçu le nouveau secrétaire général du CAMES, le professeur Souleymane Konaté, est le premier Ivoirien à occuper cette fonction. Il a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son soutien. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire vient d'être honorée au niveau de l'enseignement supérieur sur l'échiquier continental. Porté récemment à la tête du secrétariat général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, le professeur Souleymane Konaté s'est rendu ce mardi au palais présidentiel. Il y a rencontré le président Alassane Ouattara pour lui dire merci par rapport à son soutien à sa candidature pour ce poste. L'objet de cette visite était de venir d'abord transmettre tous les remerciements à son Excellence pour avoir donc soutenu cette candidature, pour l'avoir portée. Et le deuxième objectif, c'était de présenter le secrétaire général du CAMES par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et le troisième objectif, c'était de faire le compte-rendu du déroulement de la campagne de l'élection à son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Nous avons reçu les félicitations donc, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et tous ses encouragements. En sortant du palais présidentiel, Souleymane Konaté ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est désormais l'une des fiertés du président Alassane Ouattara, ainsi que de tous ses compatriotes. Pour mémoire, il est le premier Ivoirien à accéder à ce poste depuis la création du CAMES en 1968. Et après avoir été reçu hier mardi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence, le nouveau président de l'Assemblée nationale a aussi été reçu par le vice-président de la République, Koné Timokomédié, lui a adressé ses félicitations et ses encouragements pour la réussite de sa mission. La première dame Dominique Ouattara est arrivée cet après-midi à Brazzaville, capitale politique de la République du Congo. Elle a été accueillie par Antoinette Sassou Nguesso, première dame de la République du Congo et présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo et des membres de la communauté ivoirienne basée dans ce pays. La première dame de Côte d'Ivoire prendra part à la 26e Assemblée générale de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement qui se tiendra les 9 et 10 juin au centre de conférence internationale de Kimtélé, commune située au nord de la ville de Brazzaville. Plus d'une dizaine de premières dames d'Afrique sont attendues à ces assises dont les travaux seront marqués par l'élection de la nouvelle présidente de l'organisation. Après des mois de classe, place aux évaluations. C'est le début de l'examen du BEPC. Les épreuves orales du brevet d'études premier cycle, session 2022, ont démarré ce mercredi par l'oral d'anglais. 533 608 candidats soumis à l'examen. Nos équipes étaient au lycée classique d'Abidjan pour vous faire vivre l'ambiance qui a prévalu. On le verra avec Sephora Zegui. Dans l'ensemble, tout se déroule bien pour cette première journée. Lycée classique d'Abidjan. Démarrage ce mercredi 6 juin des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC. L'anglais est la seule matière de composition. Grace Emmanuela vient de terminer sa partition. Un peu stressée au départ, mais garde un brin d'espoir. Quand j'ai lu le test premièrement, j'avais rien compris. Mais au fur et à mesure, j'ai essayé de m'améliorer et j'ai vu que tout était normal. Pour cette première journée au lycée classique d'Abidjan, les enseignants jugent passable le niveau des élèves. C'était pas trop ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à rehausser donc, le niveau des élèves. À 2 pas des salles d'examen, la salle d'attente, le stress est à son comble. On n'a pas peur, on a passé tout le temps à parler anglais durant les 9 mois. Alors donc quand on est devant les évaluateurs, voilà, on fait preuve de l'abnégation, de courage. Mais heureusement que Emma Sossou, la responsable, est là. Elle passe rassurer les candidats en lice. Tous les acteurs sont à leur poste ce matin.
Les interrogations ont commencé, les professeurs sont là, tout le monde a répondu présent et tout se passe bien. Débuté ce 8 juin, les épreuves orales prennent fin le 11 juin prochain pour laisser place aux épreuves écrites qui auront lieu du 13 au 17 juin prochain. Au lycée classique d'Abidjan, 750 candidats sont soumis à cette épreuve. Allons à Bouaké pour des échos de ces compositions. Dans la région, 27 740 candidats affrontent l'épreuve orale d'anglais. Les responsables de l'éducation invitent les acteurs à bannir la fraude. Soro Corona. Pour ce premier jour, au lycée moderne TCF de Bouaké, l'heure est à la vérification des jours de passage. Cependant, les premiers candidats sont déjà en face des examinateurs. Même décor au lycée moderne Nembo. Il a demandé quels sont les bienfaits de l'école. Il a répondu que l'école nous permet de développer notre savoir. Pour les chefs de centre, les épreuves orales se déroulent dans le norme. Tout se passe très bien comme prévu. Le matin, on allait prendre les sujets. Vous avez vu tout à l'heure, les professeurs ont déjà commencé l'oral avec la première vague. Donc ils vont finir ça vers midi et puis revenir à 14h. Les premiers responsables de l'éducation dans la localité invitent les candidats et interrogateurs à bannir la fraude. Chacun de nous, à quelque niveau où nous nous tenons, nous devons travailler, accomplir nos tâches avec beaucoup de responsabilité, de civisme, pour que cette année, nos examens ne soient point entachés de fraude, de tricherie. Ce que je leur demande, qu'ils n'aillent pas dans les centres de composition avec leur portable. Tout élève qui rentre dans un centre de composition avec un portable en main, il est déjà en situation de fraude. La région de Gbeke compte 2 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour l'examen du BEPC, section 2022, 27 740 candidats subissent les épreuves orales d'anglais qui prendront fin samedi 11 juin prochain. L'actualité ce soir est également marquée par cette action de lutte contre la corruption. Les jours à venir, les personnes assujetties à la déclaration des patrimoines recevront des notifications des commissaires de justice. La haute autorité pour la bonne gouvernance, après la phase de sensibilisation, passe à la répression. Elle annonce le début de la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en la matière. Des détails avec Sephora Zegui. Fini la phase de sensibilisation pour la déclaration de patrimoine. Place à la répression. Emmanuel Assis, au nom du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'a annoncé à la presse. Depuis 2015, seulement 78% des assujettis à la déclaration de patrimoine ont effectivement déclaré leurs biens. Les 22% restants sont invités à le faire sous peine d'amende. En termes de sanctions, il est important de rappeler que tout agent public assujetti qui refuse de déclarer son patrimoine ou qui fait une fausse déclaration encourt une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé ou à exercer. À travers la présente cérémonie, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend informer l'ensemble des assujettis à la déclaration des patrimoines du passage à la phase de répression. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance veut renforcer à travers cette action la transparence dans la gestion des fonds publics. Cette tâche sera l'affaire de la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'auxiliaire de justice, notre rôle serait d'inviter, sinon d'inviter les assujettis lorsqu'on sera requis par la haute autorité, aller venant au domicile ou au service de ces personnes assujetties pour leur donner l'information qu'ils sont appelés pour laisser trace écrite en fait. En réalité, pour laisser trace écrite, pour ne pas que ces assujettis disent qu'ils n'ont jamais été convoqués, n'ont jamais reçu telle invitation. Les assujettis à la déclaration de patrimoine doivent déclarer leurs biens dès leur prise de fonction ou mandat, ainsi qu'à la fin de ceux-ci dans un délai de 30 jours. Lorsqu'un changement survient, ils doivent faire une mise à jour ou une déclaration de cessation d'activité. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a signé en 2019 une convention de collaboration avec la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire afin de mettre en application les mesures prévues par la loi en la matière.
La première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique s'est tenue ce mercredi à Rabat, à l'initiative du Maroc. Le royaume chérifien a invité 21 pays pour participer à cette rencontre qui a pour objectif de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital qu'est la façade atlantique. Il s'agit également de promouvoir une identité africaine et défendre les intérêts stratégiques du continent. La délégation ivoirienne à cet important rendez-vous est conduite par le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et vous le savez, la Côte d'Ivoire attend 9 335 milliards de francs CFA, un montant qui va servir au financement du PND 2021-2022. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a présenté ce mercredi à Abidjan les atouts de la Côte d'Ivoire. Une rencontre avec la presse dans la perspective de la tenue d'un groupe consultatif, c'est le 15 juin 2022. La Banque mondiale est déjà prête puisqu'elle promet d'apporter une forte mobilisation financière. Lansine Bakayoko. Malgré la conjoncture internationale difficile qui oblige à reconsidérer ses projections à la baisse jusqu'à 2,9% en 2022, avec des prévisions peu enthousiastes sur les 3 prochaines années, la Banque mondiale est disposée à accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de son ambitieux PND 2021-2025. Ce PND 2021-2025 traduit vraiment les intentions des autorités à maintenir une forte croissance économique, croissance qui devrait être emmenée beaucoup plus par les investissements privés et qui devrait être créatrice de plus d'emplois. Avec près de 68% des besoins en financement de ce groupe consultatif seront adressés au secteur privé à travers des PPP ou des investissements directs. L'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, la promotion de l'emploi, l'investissement privé, le développement régional équilibré, le renforcement de la gouvernance sont les 6 piliers du PND. Sur la base de ces 6 piliers, il est prévu des investissements sur la période 2021-2025 estimés à 59 000 milliards de francs CFA, dont 74% d'investissements privés et 26% d'investissements publics. Vous l'aurez noté, le gouvernement entend faire du secteur privé l'acteur clé de la création de richesses et d'opportunités d'emploi pour nos jeunes. Une bonne dizaine de partenaires financiers extérieurs ont déjà annoncé leur participation active au groupe consultatif prévu le 15 juin à Abidjan. L'objectif de mobilisation de ce groupe consultatif est de 9 336 milliards de francs CFA. À cet effet, la réunion du groupe consultatif contribuera à mobiliser les ressources externes et en complément des efforts nationaux. Cette réunion du groupe consultatif prévoit une table ronde des bailleurs de fonds, des panels permettant de présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et des séances B2B à l'intention des investisseurs. On s'intéresse aussi à cette pandémie qui a fragilisé l'économie dans le monde et ici aussi en Côte d'Ivoire. Je vous propose de voir ce que disent les chiffres ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 797 échantillons prélevés, 19 guéris et 0 décès. À la date du 8 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 347 cas confirmés, dont 81 484 personnes guéries, 799 décès et 64 cas actifs. Au total, 14 243 079 doses administrées contre la Covid-19. La journée mondiale de l'environnement est célébrée le 5 juin de chaque année en Côte d'Ivoire. La célébration officielle a eu lieu hier dans la commune du Plateau. À cette occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les populations à poser des actes allant dans le sens de la sauvegarde et de la protection de l'environnement. Grâce Kando. Une seule terre. Ce thème de la Journée mondiale de l'environnement, célébré le 5 juin de chaque année, s'inscrit dans la décennie 2021-2030 des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. D'où ce message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à la préservation de la planète. Une planète en bonne santé est indispensable, tant pour ses habitantes et habitants que pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Elle nous fournit de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments.
Elle régule le climat et nous protège des phénomènes météorologiques extrêmes. La célébration de la Journée mondiale de l'environnement a été marquée par la remise du rapport sur l'état de l'environnement en Côte d'Ivoire aux acteurs et autres partenaires au développement. Nous avons constaté que la Côte d'Ivoire dispose donc de ressources importantes et bénéficie d'une place stratégique du point de vue climatique, mais malheureusement, nos comportements de tous les jours tendent donc à dégrader cet environnement. Ce rapport-là nous amène à pouvoir réviser notre relation avec la terre, avec la nature, pour que véritablement nous puissions bénéficier des services écosystémiques qui nous rendent la vie meilleure. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable réaffirme son engagement à jouer son rôle de chef de file pour assurer la durabilité environnementale. Je vous invite donc à prendre une part active à la restauration du couvert forestier, la qualité de l'air, la salubrité du cadre de vie, la préservation des mangroves, la lutte contre la pollution des plans d'eau fluvio-lagunaires, la restauration des terres dégradées et la lutte contre les effets du changement climatique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable invite les populations à être des ambassadeurs des modes de production propres et de gestion durable de l'environnement. À la permanence du Sénat d'Abidjan, une cérémonie organisée ce mercredi, une remise de prix de membres honoraires des cités et gouvernements locaux au président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, un prix qui lui a été décerné à l'occasion de la 9e édition du sommet Afrique-Cité tenu au Kenya. Cette distinction récompense sa contribution au développement humain et la promotion du développement des territoires. Herman Guivet. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Aoussou Kouadio Jano, reçoit de la main du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, dans Haut-Paulin-Claude, un prix qui fait de lui un membre honoraire des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Caractérisé par plusieurs présences, ce prix lui a été décerné à l'occasion de la 9e édition du sommet Afrique-Cité tenu du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya. À ce sommet international, le président de l'UVICOSI conduisait la délégation ivoirienne, forte d'une centaine de membres. Ce prix décerné au président du Sénat célèbre son engagement au service du développement local. Ce prix m'a été remis par le président Joaquim Chissamo, ex-président de la République de Mozambique, qui a été invité spécialement à venir remettre ce prix au président Jano Aoussou Kouadio pour ce qu'il a fait pour la promotion du développement humain, pour tracer la voie aux futures générations, mais ce qu'il est aujourd'hui pour la promotion du développement des territoires. Honoré de cette distinction, le président du Sénat, Aoussou Kouadio Jano, n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son soutien et à l'ensemble des acteurs engagés au service du développement local. Alors que je viens de recevoir de vos mains les attributs de membres honoraires de l'Union des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dans le collège des anciens maires et leaders des collectivités territoriales d'Afrique, mes pensées, empreintes de reconnaissance et d'un fort sentiment de redevabilité, s'élèvent vers le président Alassane Ouattara, dont l'inestimable soutien m'a permis d'être élu président du conseil régional du Bélier, puis de présider aux destinées de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI. Rappelons qu'au cours de ce 9e sommet Afrique-Cité à Kisumu au Kenya, la Côte d'Ivoire a été élue à la tête du réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales. Le pays devient ainsi le principal acteur des discussions, des programmes de promotion des marchés financiers municipaux. Et le pays, la Côte d'Ivoire justement, qui participe aussi à la 110e session de la Conférence internationale du travail à Genève en Suisse. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a été invité à partager la vision du gouvernement ivoirien sur la thématique principale traitée dans le rapport du directeur général du BIT. Maître Adama Camara a notamment évoqué la politique sociale inscrite dans le plan national de développement 2021-2025. Serge Collet est notre envoyé spécial. La thématique principale traitée dans le rapport du directeur général. Dans son intervention à la tribune de la 110e session de la Conférence internationale du travail, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a évoqué la déclaration d'Abidjan axée sur une Côte d'Ivoire solidaire.
Cette politique sociale, initiée par le président de la République, s'appuie sur 6 piliers du plan national de développement 2021-2025. Maître Adama Kamara a cité entre autres l'accélération de l'industrialisation, le développement du capital humain, la promotion de l'emploi et de la solidarité nationale. Mon pays est d'avis qu'à l'instar de la plupart des pays en développement, il doit poursuivre les efforts déjà entrepris pour accélérer la transition vers le secteur formel des travailleurs indépendants qui sont les acteurs les plus nombreux de notre marché du travail. Résorber le déficit de la protection sociale, améliorer la qualité de l'emploi et le niveau d'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Assurer plus de conformité sur les lieux de travail et atténuer la vulnérabilité de notre économie au choc extérieur et au réchauffement climatique. Les partenaires sociaux présents à cette conférence internationale du travail adhèrent à cette vision. J'avoue que M. le ministre Adama Kamara est un homme d'action. Il dit et il fait. Nous repartons à Abidjan, Ragayardi. Ce que nous allons développer pour la Côte d'Ivoire sera pour l'intérêt de tous les partenaires sociaux que sont les travailleurs, le patronat et le gouvernement lui-même. Avec notre programme national de la transition de l'économie informelle vers le formel, avec les nouveaux dispositifs de protection sociale que sont la retraite complémentaire pour les fonctionnaires, que le régime des travailleurs indépendants et la retraite complémentaire pour les travailleurs du secteur privé formel, la Côte d'Ivoire est inscrite résolument dans les perspectives de l'Organisation internationale du travail. Et nous, en tant que travailleurs, nous sommes engagés pour accompagner le gouvernement. En marge de la 110e session de la Conférence internationale du travail, CIT, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, et la ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, ont rencontré les responsables des centrales syndicales. Au menu des échanges, les travaux préparatoires de la nouvelle trêve sociale. Et de la Suisse, je vous conduis en Terre Sainte, partie en Israël. La semaine dernière, les pèlerins ivoiriens découvrent plusieurs vestiges religieux du temps de Moïse à Jésus, des moments de forte communion avec leur Seigneur. C'est une occasion pour ces chrétiens de prier pour la Côte d'Ivoire. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Éric Goré et Odilon Blé-Boris. Les pèlerins ivoiriens à fond. Depuis leur arrivée en Terre Sainte, ils multiplient visites, adorations, louanges et recueillements. Ils sont là pour prier pour la Côte d'Ivoire et représenter fièrement le pays sur cette Terre Sainte. Je prie afin que tous ceux qui n'ont pas pu avoir le privilège, l'opportunité à venir un jour en Israël, venir aussi vivre ces mêmes expériences et comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant et qu'il a été réellement celui qui était le sauveur du monde. L'Esprit Saint me visite tout le temps. Parce que tous les lieux que nous avons visités, j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Comme ce lieu devenu l'esplanade des mosquées. Il était autrefois appelé dans la Bible l'esplanade des tombes. Des découvertes qui émerveillent ces pèlerins. Il y a eu aussi d'autres vestiges visités, dont le mur des lamentations. Au pied de ce mur, les pèlerins ont déposé leurs différentes intentions de prière. Et comme il a dit dans sa parole, tout étranger qui viendra sur ce mur et qui apportera un sujet, de le répondre. Et nous croyons que l'Éternel Dieu, qui n'a pas changé, qui ne change pas, nous a répondu. Nous voulons bénir le Seigneur pour la Côte d'Ivoire, précisément pour notre mère, Cissé Ibrahim Bakongo, qui nous a fait la grâce et qui nous a, du moins, oui, par sa grâce, nous sommes venus. Le Seigneur qui a dit, qui a fait la promesse à Salomon que l'étranger qui viendra en ces lieux, il lui promet d'exaucer cet étranger-là. Que nous aussi, nous puissions rentrer dans cet exaucement, dans ce projet. Nous sommes là et nous croyons que l'Éternel va nous exaucer, il va nous bénir. Depuis la suspension du pèlerinage en Israël pour cause de Covid-19, ce sont les tout premiers pèlerins qui renouent avec cette tradition.
Et dans le reste de l'actualité, la Banque mondiale a approuvé hier mardi le versement de près de 1,5 milliard de dollars en soutien au gouvernement de Kiev, en proie depuis 3 mois à la guerre menée par Moscou. Devant un conflit qui dure et qui a dévasté de larges pans de son économie, l'Ukraine a vu ses entrées d'argent s'effondrer. Le déficit de la balance des paiements a été évalué à plus de 14 milliards de dollars le mois dernier par le Fonds monétaire international. Les liquidités permettront au gouvernement ukrainien de payer les salaires et la réponse humanitaire en attendant de mobiliser les fonds pour la reconstruction du pays. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne change pas de pirogue au milieu du lac aux Caïmans. Dieu le voulant, on se retrouve demain.